Move Africa. Un monde nouveau vous appelle. Oh my God! Merci beaucoup et merci d'applaudir encore une fois Dr Philo. Merci à vous, public de C'est Midi. Tout le monde est libre d'avoir sa propre perception du management idéal. Cependant, il est important de noter que l'exemplarité impacte fortement et positivement le comportement des membres d'une équipe et pousse au résultat. Vous suivez C'est Midi sur RTI 1. Bienvenue dans la télé utile. Au sommaire de ce numéro, le thème suivant. Auteur d'une carrière nationale et internationale exemplaire, le commissaire Ian Lazare nous révèle les secrets de sa réussite. Dr Philo est sur le plateau ce jeudi de façon exceptionnelle pour l'avant-dernière de la saison 9, Nadia Sabé. Quant à elle, nous proposera les au revoir de Pétézouin Albert et la fin de la gifle de l'amour. J'en suis impatiente. Nous aurons également des invités surprises dans cette émission. Vous avez fait le meilleur choix, que personne ne vous dise le contraire. Restez donc avec nous parce que c'est midi. Oui, oui, oui. Oui. C'est toujours avec beaucoup de bonheur que nous retrouvons notre chaleureux public, que nous retrouvons également notre équipe. Aujourd'hui, c'est jeudi, Nadia Sabé est dans la place. Et là, je regarde le visage de Nadia et puis ça me fait rire. Nos petits yeux là. Nous tous, on est grippés en fait sur le plateau ici. Donc franchement, excusez-nous, on va nasiller, mais cela ne va pas nous empêcher de vous distiller de bonnes informations et de la joie de vivre. N'est-ce pas, Nadia? Exactement. Ça va, tout va bien, hein? Ça va, je suis un peu claquée quand même. Ouais, quand même. Mais je suis prête parce que Pétézouin a beaucoup de choses à dire. Au revoir. Ah oui. Albert, Pétézouin. Alors, Dr Philo, tout va bien? Ça va bien, ça va, ça fait plaisir d'être. Habituellement, les jeudis, je ne suis pas sur le plateau. Mais je suis là parce que j'ai des invités de marque aujourd'hui, des invités de taille. Alors, ce dimanche, Cocody sera à vélo. Vous allez voir des personnalités, des ministres, des généraux, des commissaires de police à vélo à Cocody pour permettre de connaître la commune de Cocody. Et des voix encore plus autorisées viendront sur ce plateau. Ils sont avec moi, ils sont dans les coulisses. Je voudrais qu'elles les ovations pour qu'ils entendent, pour qu'ils sachent que vous êtes là. Pour eux, ils seront là tout à l'heure. Merci infiniment et qu'il me soit permis de rappeler le thème du jour. Auteur d'une carrière nationale et internationale exemplaire, le commissaire Ian Lazare nous révèle les secrets de sa réussite. Et notre commissaire est avec nous. Ian Lazare, commissaire de police à la retraite, promoteur et gérant d'une société de sécurité. Bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Merci, ovation pour notre invité du jour. Ça va, tout va bien? Oui, ça va bien. Vous êtes content d'être là sur le plateau de C'est Midi? Vraiment. Le vélo, est-ce que le vélo fait également partie des sports? Venez là. Des disciplines sportives que vous avez pratiquées étant policier? Oui, il faut dire que la police, en son temps, avait une section à vélo. C'est vrai que ça a été décrié, mais in fine, on a réalisé que c'était une bonne expérience. Et aujourd'hui, avec les bouchons,
on pense que c'est une bonne chose qu'il faut rééditer. Voilà. Donc, appelé sur le plateau Dr Kofi Sandrine. Elle est pharmacienne et organisatrice de l'événement Coco à vélo. On va donc parler avec elle d'une randonnée familiale, de la randonnée familiale 3e édition Cocody à vélo. C'est prévu pour le 3 juillet. Elle a réussi tout de même à se faufiler entre les voitures. Ah ouais, votre vélo. Pour nous rejoindre ici sur le plateau de ce midi, Dr Kofi Sandrine, pharmacienne et organisatrice de l'événement Coco à vélo. Bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour. Ça va un peu essoufflé, ça va? Oui, effectivement. Respirez un grand coup. Alors, vous organisez donc une randonnée familiale. C'est la 3e édition, Coco à vélo, Cocody à vélo. Donc, c'est prévu pour le 3 juillet. On vous écoute. Alors, merci bien, Caroline. C'est la 3e édition de la randonnée familiale. Mais c'est la 2e édition de Cocody à vélo. D'accord. Alors, Cocody à vélo, c'est une randonnée familiale que SDI, avec la participation du maire de Cocody, organise. Et c'est le 3 juillet. Et nous invitons toute la population ivoirienne, tous les amoureux du vélo, tous les amoureux du sport, à rejoindre cette grande messe du vélo avec vos vélos, à pied ou à vélo. Parce que cette année, il y a une nouvelle option. Pour ceux qui ne savent pas faire du vélo, nous avons également une randonnée pédestre. D'accord. Donc, on a 3 circuits. La randonnée pédestre, c'est 3 km. Et il y a 2 circuits VTT à raison de 1 km, un circuit de 6 km et un circuit de 25 km. Alors, pour ceux qui ont encore peur de pratiquer le vélo, ça sera quoi le message d'encouragement? N'ayez pas peur. Faites tout simplement. N'ayez pas peur. Venez, venez, venez. On vous attend tous. On vous y attend tous. Et pour y venir, il y a des points d'inscription jusqu'au 3 juillet. Vous pourrez passer à la mairie de Cocody. Il y a des points d'inscription ou sur place le jour de l'événement. Très bien. Merci infiniment. Alors, randonnée familiale, 3e édition, Cocody à vélo. C'est prévu pour le 3 juillet 2022 et tout le monde est invité. Merci beaucoup, merci de les applaudir très fort. Alors, les gars, alors. C'est bien que la santé, c'est la vie. Et il est important de pratiquer au moins une discipline sportive. Merci beaucoup. Alors, j'ai le texte du portrait que je me ferai le plaisir de lire. Dire de lui qu'il est une source d'inspiration pour les hommes en armes, ce n'est que rendre à César ce qui est à César. En 1983, le jeune Ian Lazare, doté d'une licence en criminologie, intègre l'École nationale de police. C'est le début d'une carrière bien remplie, puisque son exemplarité en matière d'intégrité et son abnégation au travail le propulse en 2007 au sein de la mission des Nations Unies pour le Congo, MONUSCO, où il occupe plusieurs fonctions, dont celle de consultant pour la création de la police des frontières de la RDC avec l'Union européenne. En 2013, il intègre la CEDEAO en tant que consultant dans le cadre de la mise en œuvre de son projet de libre circulation. Il est nommé commissaire de police en 2015. Après son départ à la retraite le 31 décembre 2017, le commissaire Ian Lazare met en place Berekia Security, une société spécialisée dans les différentes activités liées aux questions sécuritaires. Ce jeudi, il intervient sur le plateau de ce midi avec moi, Caroline Da Silva, pour égrener les valeurs qui l'ont porté durant sa carrière. Quel portrait! J'aime particulièrement les jeudis parce que les jeudis, nous égrenons des success stories. Et bien sûr, personne n'est épargné, hein. Même la police est aujourd'hui à l'honneur. Et ensemble, grâce à cet entretien, nous allons donc découvrir l'homme et découvrir également un corps de métier. Alors, pour démarrer, je ne vais pas dire les hostilités, mais les échanges sur notre plateau, on veut aller un peu plus loin dans la cellule familiale. Dans quel environnement vous avez grandi, commissaire Ian? Oui, d'abord, je vais rendre grâce à Dieu qui m'a donné l'opportunité d'être là aujourd'hui et qui m'a fait la grâce de passer une très bonne carrière. Il faut dire qu'à 12 ans déjà, j'avais perdu mon géniteur et j'étais tout petit. Et puis, grâce à mes frères aînés, bon, j'ai pu poursuivre mes études. Et puis, finalement, j'ai pu rencontrer le Seigneur
qui a pu guider mes pas. Et je crois que je ne me suis pas trompé. Vous pensez que vous ne vous êtes pas trompé, finalement, quel genre d'études vous avez effectuées? Oui, j'ai fait l'enseignement général. L'enseignement général. Voilà, au lycée de Bandoukou. En son temps, il y avait ce qu'on appelle le bac probatoire. En toi, c'était très sélectif. Je me souviens qu'on était une cinquantaine, 60 environ, à présenter le bac probatoire, et puis il y avait 6 admis. Oui, j'imagine l'époque du probatoire. Ah, c'était pas évident. Enfin, je ne suis pas passée par là, mais je connais des oncles et des grands frères pour qui ça n'a pas été du tout facile. C'est une cinquantaine d'élèves, quand même, en première A, A2, il y avait 6 admis. Wow. Et donc, je faisais partie des 6 admis. Wow. Et puis, en même temps, j'avais passé le concours de la police, sous-officier. Et puis, étant rentré, j'ai poursuivi en même temps, parallèlement à ma formation de policier, j'ai poursuivi mes études. Mais qu'est-ce qui vous a réellement motivé à opter pour la police? D'abord, c'est le don de soi. Le don de soi. Aider les autres, être utile à mon prochain. Il faut dire que c'est quelque chose qui m'a vraiment obsédé, être utile aux autres. Et aujourd'hui même, chez moi à la maison, je suis toujours sollicité. Quand les gens ont des difficultés, des problèmes, ils m'appellent. Quand même, ils savent que ce n'est pas mon service, mais ils savent que je peux les aider. Je veux être utile aux autres parce que je crois que c'est la raison d'être de l'être humain. Est-ce que vous ne pensez pas que vous seriez utile dans un domaine comme l'enseignement? Oui. Quand j'étais admis au concours de police que je partais, il y a un de mes oncles qui m'a croisé en chemin. Il dit, tu vas où? J'ai dit, non, je vais à l'école de police. Il dit, retourne à la maison. Allez, retourne à la maison. J'ai dit, mais pourquoi? Mais pourquoi? Non, il dit, mais toi, on compte sur toi pour devenir soit un magistrat, un professeur. Parce que, bon, quand j'ai dit qu'il y a 6 admis sur 50, ça veut dire que quand même, je faisais partie des brillants de... Tout à fait, des plus brillants, des élèves les plus brillants. Voilà, mais je peux dire que ça a été guidé par le Seigneur, par Dieu. Parce que souvent, Dieu écrit droit avec des lignes courbes. On ne sait pas souvent ce que Dieu veut pour nous. Nous-mêmes, moi, quand j'étais petit, j'ai dit, bon, après mes études, si j'ai pu avoir une bourse, j'irai en Europe. Au retour, soit je vais enseigner à l'université, ou tout au moins, je vais embrasser le métier de journaliste. Parce que les gens disaient que j'étais un beau parleur. Ah, d'accord. On aura le temps quand même de le faire tout au long de cette émission. Mais Dieu a décidé les choses autrement. Et vu que moi-même, je voulais être au service de mon prochain, je pense que ça a été une porte ouverte pour moi. Et le don de soi en vous a bravé l'autorité de votre oncle? Tout à fait, oui. Après, bon, il y a eu des réunions de famille et tout ça. Les gens se sont consultés et tout ça. Bon, j'ai pu obtenir l'autorisation de partir. Voilà. Et étant parti, il faut dire que pendant la formation, je me souviens, un mercredi 3 octobre 1983, ça a été un jour difficile. Un jour difficile. On n'avait plus de jus dans le corps. C'était le jour de la rentrée à l'école de police. Bon, en son temps, on formait des jeunes et puis après, il fallait renforcer les services de la CRS. Donc, on ne voulait pas des gens sous-formés et tout ça. Donc, on voulait des gens qui avaient vraiment une certaine compétence professionnelle. Donc, notre formation était très, très dure. Très, très dure. Mais après, ça m'a servi toute ma carrière. Voilà, je n'ai pas eu de sponsor, quelqu'un qui m'a pistonné. Mais bon, quand on me disait de faire quelque chose, je le faisais correctement, avec discipline, avec intégrité. Et puis bon, mes chefs, Dieu aussi m'a fait grâce d'avoir connu de très bons chefs. Et pendant cette rude formation, vous n'avez pas eu envie de tout lâcher? Vous n'avez pas craqué à un moment donné? Ah oui, ah oui. Une nuit, il y avait un de nos encadreurs, bon, qui était allé s'enivrer. Et tous les grands chefs étaient partis. Il est venu et il nous a pris. Il m'a fait faire 180 abdominaux. Pourquoi? Bon, je ne sais pas. Et j'ai fini... C'était une punition ou ça faisait partie de la... Un bahutage, si vous voulez, un bahutage, comme on dit, un bijoutage. Donc, quand j'ai fait des séries de 10, quand j'ai fait 180, je n'en pouvais plus. C'est vrai qu'on a été formé durement pour supporter toutes les difficultés, pour être stoïque devant n'importe quelle situation. Mais là, j'avoue que... Et puis je me suis levé, je suis allé en chambre, j'ai pris mon sac. Vous avez fait les 180? Ah, j'ai fini. Mais il en demandait encore. Et des abdominaux là? Oui. Et puis...
Ah, pour ceux qui ne savent pas... C'était Eric Couché ou bien? Pour ceux qui ne savent pas l'abdomen, parce qu'il y en a qui ne savent pas, c'est ça, c'est les pompes. Non, ça, ce sont les pompes. Mais les abdominaux, ça veut dire que vous avez les... Comme ça? Comme ça. Vous êtes couché. couché. La nuque contre le Comme sol. ça? Voilà. Et puis vous faites ça? Les pieds bien... Quelqu'un suit vos jambes. Et puis comme ça? Voilà. 180. Sans lever le pied. Hein? Sans lever le pied. Il n'a même pas été capable. Sans lever les pieds. Non, mais... Vous n'avez pas pu faire ça? Si. Et vous? Peut-être à l'époque, c'était difficile, moi. Je sais pas. Donc, mais... Et quand je n'en pouvais plus, et puis bon, je me suis levé, je suis allé en chambre, j'ai pris mon sac, puis bon, j'ai pris la route. Mais est-ce que vous lui avez posé la question, en fait, de savoir... On ne peut pas dialoguer avec... Il n'y a pas de dialogue. C'est la dictature, là. Non, bon, ce sont les sous-officiers de l'armée. Les Donc, ordres. eux, là, ils ne savent pas dialoguer. C'est l'ordre. Vous devez exécuter sans murmure ni hésitation. Et si vous, aujourd'hui, bon, beaucoup de choses ont changé. Les apprenants peuvent échanger, ils peuvent contester. Mais bon, chaque étape a ses avantages et ses inconvénients. Mais en notre temps, on ne pouvait pas contester. Et après cela, quelle décision avez-vous prise? Non, moi, j'ai décidé de rentrer parce que j'étais encore en train de suivre mes études. J'ai décidé de partir, mais mes camarades m'ont rattrapé. Mais je ne mesurais pas le risque, parce que si je partais, c'était la désertion. Et si on me prenait, on me mettait en prison. Donc, je ne mesurais même pas le risque. Et puis, mes camarades m'ont rattrapé. Ils m'ont ramené, mais c'est un incident qui est vite clos. Après ça, bon, j'aimais bien aussi, à mon tour, le bahutage. Donnons. Voilà. Et puis, après, on est sorti. On a eu... 85, l'inauguration de la cathédrale. Et puis bon, cathédrale, nous nous arrivons à 2 h du matin de l'école de police. Et puis, une belle photo. De l'école de police. Et puis à 5h00, moi j'étais placé à l'entrée, là où le pape doit passer pour entrer dans la cathédrale. 5h00. Mais moi j'ai eu beaucoup de chance. Mon voisin était sur la cloche au-dessus. Et puis on est resté là. Jusqu'à... Le pape s'est amené vers 15h. Ça, c'est une date mémorable. Hein? Oui, 5h, on était debout, oui. Abidjan, debout, là, à l'entrée. Sans boire, sans bouger. De 5h, il s'est amené à 15h. Il va faire 2 heures de messe. Mais après son départ, nous, on ne va pas spontanément. Il faut attendre que le dernier manifestant parte, avant que nous ne puissions... Bon, mais après... je veux dire, physiquement, vous étiez déjà préparé à ce genre de... Mais justement, donc je vais mettre à profit tout ce que j'ai enduré comme formation pour me permettre aujourd'hui, en son temps, de résister. De 5 heures à pratiquement... 15 heures, c'est son heure d'arrivée. Même plus. Mais il a eu 2 heures de messe. C'est ça. Et puis après, c'est vers 17 h qu'il est reparti. Mais vous avez plus de bénédictions parce que vous, non seulement juste à côté du pape, dans... N'est-ce pas? Voilà, faut dire que... Et puis après, bon, en ce moment, on était à la CRS, donc... Vous étiez au nombre de combien dans votre promotion? Sous-officiers, nous étions autour de... C'est la première fois d'ailleurs qu'un gros contingent avait été recruté. Nous étions environ 400 dans la promotion. Oui. Et au fil du temps, qu'est-ce qui a marqué la différence? D'abord, de 400 à la sortie, on n'était plus 400. Il y avait 12 qui avaient été recalés. Et puis, de la CRS aux autres services, il y avait certains qui avaient été renvoyés pour des méconduites, et tout ça. Et puis, moi, j'ai eu la chance d'être affecté dans une ville de l'intérieur où j'ai continué à parfaire ma formation. Ensuite, je suis rentré comme officier de police. J'ai continué toujours ma formation. Et quand je suis sorti, j'étais maintenant procédurier, chef des services d'enquête. Et donc, j'ai pratiqué la procédure pénale pendant un très bon moment, et qui m'a permis en tout cas de conduire des enquêtes sérieuses. Et j'ai eu beaucoup de passion à découvrir. C'est-à-dire que des personnes qui s'élèvent, qui conçoivent un crime, qui vont l'exécuter. Et puis, on doit, à partir des analyses, à partir du bon sens, à partir des expériences, arriver à retrouver les indices, retrouver les auteurs. Et puis, au début, ce n'est pas facile. Ils ne vont pas reconnaître tout de go. Il faut les cuisiner. Quelquefois, il faut procéder par des techniques. Et puis, in fine, ils arrivent à avouer
quelle joie et quel soulagement pour les familles. Je me suis rendu très utile. Et puis, étant là-bas, on m'a affecté au commissariat. Quand vous dites que vous êtes rendu très utile, c'est quoi exactement? Parce qu'en fait, on a reçu beaucoup de témoignages de vous. Beaucoup de personnes qui vous ont connu disaient que vous êtes une personne très exemplaire. C'était quoi les actes que vous posiez dans votre domaine? D'abord, lorsque je suis dans le service, qu'un requérant venait, je ne vais jamais lui opposer les moyens. C'est-à-dire qu'il ait du carburant, qu'il n'ait pas de carburant. Dès qu'un récurrent se présente, nous nous déportions chez lui. Parce que nous pensions, selon les consignes de la hiérarchie, dès lors où un citoyen se présente dans un commissariat, il a besoin d'assistance. Il veut d'abord être bien reçu, être entendu, être auditionné. Et puis bon, s'il a été victime de vol, le fait de le raccompagner chez lui, ça le rassure. Et il s'est dit que la police fait son travail. Donc je me suis rendu très utile. Et puis bon, ensuite, je ne suis pas resté longtemps dans ce service. J'ai été affecté au commissariat de l'aéroport où je m'occupais de la sûreté aéroportuaire, de la migration, immigration. Et puis de là-bas, avec l'expérience, bon, j'ai postulé pour la mission des Nations Unies au Congo. Justement, vous avez postulé et ça marchait. Donc, 2007, vous vous retrouvez au sein des missions des Nations Unies pour le Congo. Le Congo. Racontez-nous un peu cette étape de votre vie. Comme j'ai dit, je n'ai jamais eu de sponsor et c'est une bénédiction. Les autres ont des sponsors? Non, je ne le dis pas. Des mentors? Je veux dire que... Non, je me dis que moi, mes efforts, voilà, le fait de compter sur Dieu m'ont amené à m'appliquer. Parce que quand vous savez que vous avez des gens derrière vous, vous pouvez vous permettre tout. Parce que s'il y a une situation, votre sponsor va intervenir. Mais moi, je n'avais personne. Voilà. Déjà, on fait très tôt, qui va venir me défendre? Et puis, combien sont contents que moi-même, je sois dans une situation aisée. Donc, si moi j'ai un problème, ils vont m'enfoncer. Et le sachant, donc, étant arrivé au Congo, tout de suite, on a fait... D'abord, le test même, il a été très stressant. Le test de recrutement. Quand vous voyez des Ivoiriens, des policiers, des gendarmes qui vont à la mission des Nations Unies, il faut les féliciter. Ce sont des gens héroïques, braves. Et le test était très difficile. Et puis, bon, après le test, nous sommes allés. Et notre entrée dans la mission a apporté à relever le niveau. Parce que la police ivoirienne, nous avons réalisé par là que la police ivoirienne avait un très bon niveau. Et nous étions pratiquement tous... À l'époque ou maintenant? Aussi bien à l'époque que maintenant. La police a un très bon niveau, surtout au niveau... Oui, la police a un très bon niveau. Et vous étiez au nombre de combien allés au Congo? Nous étions, je crois, 8. Hein. Sur combien qui ont postulé? Sur plus de 2000. Wow. 2000. Quel exploit. Nous étions 8. Bon, arrivé là-bas, après là-bas aussi, il y a une induction. Après l'induction, il y a la formation des formateurs. Après la formation des formateurs, il y a une évaluation. Vous passez devant le staff et puis par rapport à vos profils, vos compétences, on vous oriente dans la section où ils pensent que vous avez des talents, vous pouvez évoluer facilement. C'est ainsi que j'ai été déployé à la cellule Infodoc, information et documentation. Et tous les jours, je devais m'occuper de rédiger un rapport de la mission pour l'envoyer à New York, en tenant compte de tout ce qui se passe. Et tous les jours, et je l'ai fait pendant 2 ans. Est-ce que là-bas, vous avez été confronté à de graves difficultés? Pas véritable. Bon, le problème, c'est... Il est un peu culturel quand même, parce que quand on se déporte dans une mission, on a nos habitudes, on a notre culture, notre manière de faire, et puis on se retrouve dans une mosaïque avec des policiers de toutes nations, bon, qui n'ont pas forcément le même profil de formation. Il y a toujours des difficultés, mais la formation nous permet de nous adapter, parce qu'il y a un module qui nous permet de pouvoir travailler, coopérer avec tout le monde. Voilà, donc ces formations nous permettent. Et puis nous aussi, on avait des prérequis qui nous ont vraiment avantagés. Et là-bas, qu'est-ce que vous avez réellement appris au Congo? D'abord, j'ai appris la famille. Les Nations Unies, c'est une grande famille. J'ai appris à aider les autres. Parce qu'au niveau de la police nationale de ce pays-là, il y avait des difficultés, il fallait apporter des formations, il fallait faire le monitoring, il fallait faire beaucoup de choses pour pouvoir aider. Il y avait des violations des droits de l'homme. Il fallait visiter les commissariats pour voir des gens qui sont gardés
abusivement, et puis bon, faire le plaidoyer, ou bien ordonner simplement que ces personnes soient remises en liberté, et tout ça, et tout ça. Donc, il y a eu... Mais la difficulté majeure que j'ai eue, une nuit, je me suis surpris en train de pleurer, ma famille me manquait. Je me suis assis là dans la chambre, j'ai commencé à pleurer. Après combien de temps là-bas? Après combien de temps? Oh, j'ai fait 2 années là-bas. 2 années sans voir votre... Voilà, 2 fois 2 ans, 4 ans. Mais c'est quand même étonnant, quand même, quelqu'un de l'armée qui va en mission au compte de l'ONU, 2 ans seulement, il n'a pas vu sa famille, il pleure. 2 ans, c'est beaucoup, finalement. Non, mais attends, c'est un soldat. Mais 2 ans. Oui, 2 ans. Soldat. Mais c'est un homme avant d'être un soldat, non? Oui. Non, mais c'est ça. C'est un être humain. Faut dire que... Parce que moi, je me dis, vous allez au compte des Nations Unies et autres, vous arrivez, vous dites qu'il y a les droits de vous aider les uns. Mais vous considérez ces personnes comme ces familles, parce que vous allez aider les gens aussi. Même il a dit, mais... Voilà. C'est une deuxième famille, mais... Mon épouse n'est pas policier. Mes enfants ne sont pas policiers. Ils ont besoin de leur père. C'est clair. Elle a besoin de son mari. Ma famille a besoin de moi. Elle me manquait. Je n'ai pas dit que j'allais venir. Je dis qu'elle me manquait. Vous voyez, ma famille me manquait. Et vous avez retrouvé votre famille combien de temps après? Non, mais par moment, peut-être tous les 4-5 mois, je m'efforçais de venir les voir juste 2 semaines. Et puis, je repartais. Voilà. Et puis, après une très belle première mission, quand je suis revenu 2 années après, quand je suis revenu, j'ai été déployé dans des services très importants. D'accord. Voilà. Et puis, 2 années après, on m'a encore rappelé pour la mission des Nations Unies. Cette fois-ci, quand je suis reparti, j'ai été déployé dans la cellule de formateur des formateurs. Donc, tous les policiers qui arrivaient en mission, je me chargeais de leur formation avec d'autres collègues pour qu'ils s'imprègnent des réalités de la mission, mais ils connaissent aussi les modules et puis, bon, acquérir leur formation qu'ils ont eue dans leur pays parce que les niveaux de formation ne sont pas toujours les mêmes. En 2013, vous allez intégrer la CEDEAO en tant que consultant dans le cadre de la mise en œuvre du projet de libre circulation. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est un projet qui a été créé par les transporteurs en son temps, qui avaient demandé que... Bon, mais ça fait partie des résolutions, des textes de la CEDEAO, hein, voilà, qui prônent la libre circulation, l'intégration des États, la CEDEAO des peuples d'ailleurs. Et donc, au niveau de la direction générale, le DG m'a confié ce projet que j'ai conçu. Et puis, bon, on a eu à faire des missions à Dakar, à Niamey, à Cotonou, à Ouaga, à Accra, en tout cas pour faciliter avec les policiers de ces pays-là, pour faciliter. On avait mis sur pied un mécanisme qui permettait de contrôler le car au départ. Et puis, donc, au départ, le car est contrôlé, tout ce qui doit être fouillé, tous les services sont présents. Et puis après, le car était scellé. Il ne devait plus embarquer ni débarquer jusqu'à destination. De sorte que ce car qui part là, il est vraiment stérilisé, il est sécurisé. Et donc, ça permettait de faciliter la fluidité, empêcher que d'autres contrôles, en tout cas désobligeants, se fassent. C'est ainsi que ce projet-là, et puis bon, après ça, moi, je suis parti de ce projet, voilà, pour un autre service important. Voilà. C'est vrai, c'est bien beau tout cela, mais on a vraiment envie de savoir ce qui a fait la base de ce succès, de cette ascension professionnelle et internationale également, nationale et internationale. Oui, quand vous avez Dieu dans votre vie, il y a des valeurs humaines que vous pouvez... développer naturellement. Voilà. Et puis, il y a l'éthique. Il y a l'éthique. Étant en mission internationale, je me suis dit que je représente la Côte d'Ivoire. Parce que souvent, à l'étranger, les gens... Nos noms sont peu importants. C'est notre nation, c'est notre pays. Par notre pays, l'Ivoirien. L'Ivoirien, l'Ivoirien. Donc, conscient de tout cela, je me suis dit que je suis un ambassadeur et que je me dois, en tout cas, de porter haut le flambeau de la Côte d'Ivoire. Justement, à l'entame de l'émission, je disais dans l'introduction que le fait d'être exemplaire permettait d'avoir un impact, un fort impact sur les équipes qu'on dirigeait et d'obtenir également des résultats. Est-ce que ça a été véritablement le cas pour vous? Oui. Pour toutes les unités que vous avez eues à... Mais de façon rétroactive. Hein.
Parce que quand je suis avec mes collaborateurs, très peu sont ceux qui peuvent me supporter. Pourquoi? Non, 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 parce que si, aujourd'hui, moi, mon réveil, c'est 4 heures. Vous vous couchez à quelle heure? À 6h30, je suis au bureau. Quand bien même, je suis chef d'entreprise. Et vous vous couchez à quelle heure? 22h, 23h par là. Oui, c'est normal. Vous dormez tôt quand même. Voilà. 23h par là. Et puis, je ne peux pas concevoir qu'un agent qui connaît son programme, ses horaires de service, ça mène en retard. Et puis, dans le travail, il ne peut pas s'adonner à certaines légèretés. Non, il faut que l'image, l'éthique soit démise. Et comme certaines personnes ne veulent toujours pas rentrer dans les rangs, bon, elles voient ça, le chef, il est trop dur. Mais quand je parle de ce service, c'est là qu'ils regrettent. Ils voient votre importance. Et la plupart de mes collaborateurs que j'ai eu encadrés sont tous devenus officiers. Ils sont tous devenus officiers. Parce qu'ils ont été bien formés. Oui. Oui. Ils sont devenus officiers. Plusieurs sont devenus même des commissaires des polices. Parce que nous pensons qu'il faut transmettre ce qu'il y a de positif. On ne copie pas le négatif. On copie ce qui peut nous faire d'avancer. Et moi, c'est ce que je me suis évertué toute ma carrière. Et j'aimerais qu'on s'arrête, qu'on marque juste une pause sur cette phrase. On ne copie pas le négatif, on copie plutôt le positif. Ça nous permet d'avancer et nous allons avancer tout droit vers la pub. À tout de suite. Chaque jour, nous sommes des millions en quête de plaisir et de réussite. Des millions à dire « j'aime la générosité, j'aime profiter, j'aime Move Africa ». Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Et voilà, nous sommes donc de retour sur le plateau de ce midi, toujours avec notre invité du jour, le commissaire Ian Lazare. Commissaire de police à la retraite, ayant connu plusieurs fonctions et se positionnant comme un exemple dans son domaine. Alors, nous allons donc poursuivre l'entretien avec votre permission, docteur Philo et Nadia Sabé. Oui, il n'y a pas de problème. C'est pas vous. Alors, nous étions juste avant la pub en train d'égrener votre parcours et justement après... C'était quoi la chute? Qui peut m'aider? Oui, avancer. On devait avancer vers quelque chose. Se servir des modèles positifs justement pour avancer. Voilà. On va compter sur vous. Non, moi, elle est retenue. Moi, je voulais voir si elle se rappelle ce qu'elle a dit avant de la pub. Alors, 2015 a été une année très, très spéciale pour vous également. Oui. Ça vous ramène à quoi? À quel souvenir? 2015... Mon intégration dans le corps des commissaires. Oui, justement. Vous êtes nommé commissaire de police en 2015. Comment la famille accueille cette nouvelle? Bon, avec joie. C'est toujours bon, après avoir commencé au bas de l'échelle, de terminer au sommet. Ça a été ma plus grande joie. Et quand j'ai essayé de jeter un coup d'œil en arrière, je me suis rendu compte que ceux qui ont commencé le même jour que moi, plusieurs n'ont pas pu arriver là. Mieux, être en bonne santé, être encore dynamique, c'est une grâce de Dieu. Et c'est pour cela que je voudrais, à ce niveau de mon propos, exhorter ce monde que nous voyons là, à un créateur. C'est clair. Ces fonctions que nous occupons, ce sont des rôles que nous jouons. Mais le véritable propriétaire, le véritable appui, c'est Dieu. On ne peut pas faire une carrière réussie sans Dieu. Moi, j'ai juste envie d'applaudir. Et donc, un petit témoignage, juste un petit témoignage avant de continuer. J'étais un jour dans un service en tant que sous-officier de police. Vers 16 h, ils sont venus nous requérir, des habitants, qu'il y a un fou armé d'une machette qui est entré dans la chambre d'un monsieur et qui s'est mis au pied du lit avec une machette menaçant de découper sa petite fille. Oh là. Bon, c'était à l'intérieur en son temps. Aujourd'hui, ils ont commencé à déployer des unités de pompiers un peu partout, mais en son temps, il n'y avait pas de service de pompiers. Nous n'avons pas de filets, nous ne pouvons pas, parce qu'il y a la notion de légitime défense qui existe. Tirer sur un démon, un malade mental, c'est un irresponsable, c'est un crime.
on ne peut pas le faire. Et puis bon, l'autre côté de l'histoire, c'est que mon collègue m'a dit, ah, nous sommes deux au commissariat, hein. Moi je suis vieux, j'ai beaucoup d'enfants, moi je peux aller là-bas. Et puis le chauffeur a dit, bon écoute, nous partons à deux, mais sache que c'est toi qui vas faire l'opération, moi je suis chauffeur. Ah. Arrivé là-bas, quand nous sommes arrivés, les gens sont sortis, ils ont commencé à crier « Policier, policier !» alors que nous, on avait peur. Je ne pouvais pas tirer. Le monsieur était arrêté au pied du lit, les yeux rouges avec la machine menaçant. Je ne sais pas où il est quitté. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle stratégie utiliser? Si je fais un faux pas, il va découper l'enfant. Ou bien il va s'attaquer à moi, ou bien il va... Oui. Donc, c'était dangereux. J'ai réfléchi. J'ai dit, il y a un créateur de ce monde, il nous a donné le pouvoir sur les démons. Ce monsieur-là, il est manipulé par des démons. Et comme j'ai Christ en moi qui est supérieur aux démons, je vais commander au nom de Jésus, les démons vont fuir. Amen. En tant que policier, il est bon ou bien militaire, homme des armes, de travailler avec Dieu. Hein. Et quand parce que vous auriez pu quand même utiliser votre arme. Et là, je me fais condamner. Le juge allait me mettre en prison parce que c'est un malade mental. Il n'est pas responsable de ses actes. Il ne sait pas ce qu'il fait. Et la loi interdit de tirer sur les malades mentaux. Donc, que faire? J'ai foncé sur lui, puis j'ai crié très fort au nom de Jésus. Il est tombé ici, la machette est tombée. Wow. Et là, il a commencé à baver comme un épileptique. J'ai dit à mon collègue, impressionnant. Au moins tu peux m'aider. Il m'a aidé, on l'a mis dans le véhicule. Arrivé au commissariat, ne bougeait pas. J'avais des appréhensions. Et s'il meurt, j'aurais tué quelqu'un. Que faire? Puis j'ai dit au nom de Jésus, lève-toi. Il s'est levé. L'histoire est terminée. Voilà. Faut dire que... Très belle anecdote. Le 31 décembre 2017, 2 ans plus tard, vous allez à la retraite. Oh, voilà, si jeune et déjà à la retraite. Mais vous n'allez pas vous arrêter là. Et c'est là qu'on va finir parce que vous allez mettre un peu plus tard en place votre société. Oui. Berika Security, c'est bien cela? Oui, Berika Security Service. Berika qui veut dire l'Éternel a béni. Il faut dire que, par la grâce de Dieu, j'ai eu à faire une formation aux États-Unis. D'accord. En hostage negotiation, c'est-à-dire négociation en cas de prise d'otage, et puis en antiterrorisme. J'ai eu aussi à faire une formation en Corée du Sud, et puis plusieurs autres formations ailleurs. Parvenu à la fin de ma carrière, c'est vrai que, bon, je pouvais rester à la maison, me contenter de veiller sur mes petits-enfants. Mais j'ai regardé un jour les statistiques au niveau de la direction générale de la police. J'ai vu que le taux de criminalité était vraiment grandissant. Et le ratio, j'ai aussi fait un rapprochement entre le ratio. C'est-à-dire que le ratio police-population, j'ai vu que ce n'était pas possible pour la police d'affecter un agent ou bien pour la gendarmerie devant chaque édifice, chaque structure commerciale. Et donc, je me suis dit que c'était avec la loi sur la programmation, sur la réforme des secteurs de sécurité qui a concédé une bonne partie. Donc, Berika a été créé avec d'autres collègues, d'autres frères. Aujourd'hui, nous embauchons des policiers qui sont à la retraite. Des jeunes gens qui sont au chômage, nous leur donnons du travail, mais mieux, nous apportons des modules de formation. Berika emploie environ combien de personnes? Berika peut aller jusqu'à 5000 personnes. Super. Mais aujourd'hui, nous n'en sommes pas encore là. Pas encore. Nous n'en sommes pas encore là. Nous sommes une entreprise de sécurité qui est gérée par des experts, qui a des formations pointues, qui diligente une enquête de moralité au niveau du personnel qui est recruté. C'est super. Et puis, il y a un suivi. On a des superviseurs qui font le suivi de nos agents. De sorte qu'avec, en tout cas, la plupart des jeunes que nous avons recrutés, que nous avons formés, que nous avons affectés à des services, jusqu'à aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, on n'a pas déploré des cas de vol. Merci infiniment pour ce beau témoignage. Il y a Albert Quintezoin qui nous attend pendant ce temps pour nous faire ses adieux. Nadia Sabé, c'est l'heure du journal. Enfin. Au revoir. C'est le JT de ce midi avec Nadia Sabé.
La saison 9 de C'est Midi s'achève demain. Oui, et pour cela, le grand philosophe Kwetezwe Albert a décidé de dire un mot après cette belle aventure. Vous l'avez tous connu, il a fait sa première apparition dans le JT décalé le 6 janvier 2022 et c'est avec beaucoup d'émotion qu'il s'exprime aujourd'hui. C'est ici que le grand Kwetezwe Albert a fait ses premiers pas dans le JT décalé. Notre philosophe se rappelle encore de tout comme si c'était hier. L'air a été infectorisé de façon casdatoire. Veux-tu finir ta vie avec le grand Kwetezwe Albert que je suis? Il décide donc de dire un mot de revoir après cette aventure rocambolesque digne d'un film de philosophie ancestrale. C'est avec beaucoup d'émotion que je vous dis au revoir. Au revoir, malgré les humiliations que j'ai subies, malgré les choses caractéristiquement parlant, dans ce JT décalé, je pensais pouvoir trouver l'amour. Mais mon amour a été décalé vers les cieux. Ce n'est pas grave. Je pars digne et fier. Je suis le grand philosophe Kwetezwe Albert, le digne ludique. Je pars solitaire et digne. Kwetezwe, je te demande pardon, Kwetezwe, pour tout ce que je t'ai fait endurer pendant la période de la Saint-Valentin. Pardonne-moi, Kwetezwe. J'ai compris à quel point je tenais à toi, Kwetezwe. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Kwetezwe. Pardonne-moi, Kwetezwe. Mariam, c'est vraiment toi? Oui, c'est moi, Kwetezwe, mon amour, c'est moi. Amour? Oui, Kwetezwe. Qu'est-ce qui prouve que tu es réel? Kwetezwe, mon amour. Kwetezwe, mon amour. Ça va? Kwetezwe. Kwetezwe, même ton affaire des femmes, là, on t'a dit. Tu ne connais pas encore. Ça va? Kwetezwe, il faut qu'il sache ce qu'il veut. Ah, franchement, il est un peu perdu, ce mec-là. Le dangereux feuilleton indien ivoirien Les Gifles de l'amour, tu ris pourquoi? Comporte, paraît-il, plus de 3581 épisodes pour permettre aux arrière-petits-enfants, des arrière-petits-enfants, de nos arrière-petits-enfants, de ne pas se faire raconter cette histoire-là. Ah oui, mais avant d'en arriver là, regardons ensemble la suite de l'épisode précédent. Macaroni est brisé, attristé, bouleversé, voire même trauma choqué, après avoir surpris Tomate, sa meilleure amie, et Isha, son mari, dans une position de chewing-gum doré. Ce qu'ils ignoraient, c'est que Macaroni elle-même a l'art de la gifle dans le sang. Vous avez bien caché votre jeu. Et toi? Pourquoi tu as fait ça? Tu ne pouvais pas prendre soin de ton mari, je l'ai fait. Du coup, tout ce que tu vois m'appartiendra bientôt. Toi! À cause des moustiques, tu m'as giflé, non? À cause des moustiques, tu m'as giflé, non? Je suis Macaroni. À cause de moustiques, on m'a giflé. Donc c'est ce que vous faisiez derrière moi. Mais votre jeu a été mis à nu. Donc c'est toi qui es à la base de tout ça. Rien ne se cache longtemps avec moi. Vous pensez que vous pouvez mouiller ma perruque? Vous avez vu, avant de sauter dans la piscine, je l'ai enlevée. J'ai vu déjà votre jeu à la base. Il n'y a pas de problème. Personne et rien ne pourra me détrôner. Ce qui est à moi restera à moi. Quant à vous, c'est le pire. C'est Macaroni quand même. Alors, qui seront les prochains à se faire gifler? Le gifleur giflé. En tout cas. Merci beaucoup. En tout cas, on souhaiterait que ce ne soit pas Dr Philo. Hein. Philo, qu'est-ce qu'il y a? Non, je suis impressionné par son talent. Surtout le personnage Kwetezwe, vraiment chapeau. Parce que moi-même, quand je me dis... Ah, j'étais là tout à l'heure et puis vous m'avez demandé mais pourquoi vous riez? Je dis, ah, ça c'est femme de quelqu'un. C'est arrivé là-bas. C'est pas mari de quelqu'un. Eh bien, le CAFOP supérieur d'Abidjan Plateau est avec nous. C'est bien cela. Merci de votre présence. Événement, cérémonie de baptême de la 26e promotion, le vendredi 1er juillet 2022, à partir de 8 h au sein du CAFOP. Le responsable, c'est M. Esso Latz, élève maître, on peut le voir.
Voilà, j'avais deviné. Les étoiles précieuses de juin. Est-ce qu'elles sont là, nos étoiles? Merci de votre présence. La célébration de l'anniversaire des natifs du mois de juin, ça va se faire le 24 juillet. C'est-à-dire que vous dépassez le mois de juin et puis c'est en juillet pour aller provoquer les gars de juillet. Monsieur Kossa Michel en est le responsable. En tout cas, merci à vous d'être venu. Et puis, nous allons clore avec cet événement de taille. Le commissaire général du FIAC, entendez par là le Festival international des arts et de la culture de Cocody, sera avec nous juste après la pub. Le meilleur de la fibre optique, c'est chez Move Africa. Désormais, profitez d'un débit internet de 50 mégabits par seconde à 15 000 francs CFA, plus 120 minutes d'appel fixe, 240 minutes d'appel, plus 4 gigas d'internet mobile après paiement de la facture. En plus, avec la fibre optique de Move Africa, vous avez droit à de nouveaux forfaits tout aussi avantageux, allant jusqu'à 300 mégabits par seconde, une connexion ultra rapide au débit et un accès internet illimité au débit. Tout ce qu'il faut pour égayer toute la maison. Et ce n'est pas tout, les frais d'installation sont gratuits. Rendez-vous vite en agence. Alors, qui fibre mieux? Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Et voilà, Enoch Daniel Oulahi est là pour nous parler du Festival international des arts et de la culture de Cocody. Nous vous écoutons. Alors, merci Madame Caroline de nous recevoir. Je vous dis que l'événement, c'est le Festival international des arts et de la culture de Cocody. Nous abordons pour cette année 2022 la 3e édition. Et cette édition est placée sous l'égide du ministère de la Culture et de la francophonie, également du ministère du Tourisme et sous le haut parrainage de notre maire Choco, M. Jean-Marc Yassé. Donc les dates rapidement, le 29 juillet à la salle de théâtre de la Cité Rouge, où nous aurons l'occasion d'assister à des concours de théâtre, de danse traditionnelle, qui aura l'opportunité d'accueillir des troupes qui viennent de toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Également le 30 juillet au stade d'Angré, où il y aura vraiment l'apothéose, un grand concert live. Également, nous ouvrons le plus grand marché artisanal du district d'Abidjan, où les stands ont été donnés gratuitement à tous ces artisans-là. Voilà. Alors, pour quelqu'un qui vous a suivi, mais qui ne voit pas forcément l'intérêt, c'est vrai que c'est culturel, c'est hautement culturel, mais qu'est-ce que vous pouvez lui dire pour lui donner envie de participer à ce festival? Alors déjà, je veux dire à ces personnes-là, je m'adresse principalement surtout à la jeunesse, parce que le thème de cette année, c'est jeunesse solidaire, responsable de son patrimoine culturel. Donc c'est un message. Vous savez, un homme qui n'a pas de culture est semblable à un zèbre qui n'a pas de rayures. Donc pour un jeune, c'est très important, de connaître sa culture. Oh, c'est blessé avec les proverbes ici. De pouvoir s'approprier cette culture-là, c'est comme ça qu'il pourra véritablement s'épanouir en société. Donc jeune, viens au FIAC, tu seras tout de suite satisfait, je t'assure. Merci infiniment, Enoch Daniel Oulahi. Je rappelle qu'avec lui, on parlait du Festival international des arts et de la culture de Cocody, FIAC. C'est la 3e édition. Rendez-vous le 29 juillet à la salle de théâtre de la Cité Rouge. Commissaire Ian, on a été très heureux d'être en votre compagnie et surtout de nous inspirer de votre riche témoignage. Merci infiniment au public de nous avoir suivis. Merci à toutes les équipes qui ont travaillé sur les émissions, sur cette émission. C'est l'avant-dernier jour, c'est l'avant-dernière émission. Demain, on se retrouvera à partir d'11h30 pour la finale. Vraiment, merci d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir fait confiance depuis août 2014 jusqu'à aujourd'hui. On est là avec vous dans vos maisons, dans vos bureaux, dans vos hameaux. Et on sera encore là par la grâce de Dieu. Portez-vous bien et restez sur RTI1. C'est la chaîne qui rassemble. J'ai été habillée par Divine Style. Bye bye et à demain.